Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez l'écran? L'écran de la commande des machines. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, merci. Voilà, donc on va continuer donc sur le chapitre de l'introduction de la commande des machines. Donc la semaine dernière, nous avons introduit les considérations thermiques. Et nous avons dit que les considérations thermiques, c'est un paramètre que l'on doit prendre en considération dans le dimensionnement des entraînements électriques des variateurs de vitesse. Et chaque moteur, il est caractérisé par sa classe. D'accord? Donc, sa classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire la température maximale qu'un moteur ne doit pas dépasser. Et à partir de cette classe, nous avons défini le courant nominal. Et nous avons dit que le courant nominal, c'est le courant maximal que le moteur peut supporter dans un fonctionnement continu sans dépasser la température maximale. Donc voilà, normalement, la définition du courant nominal, ça veut dire c'est un courant maximal qui ne va pas causer un échauffement dans un fonctionnement continu dans le temps, c'est-à-dire un fonctionnement qui ne va pas causer le dépassement de la température maximale qui est supportée par le moteur. Et nous avons dit aussi qu'il y a dans des cas où les moteurs qui sont utilisés dans les applications industrielles qui sont grillés, et généralement les ingénieurs et les techniciens donc, ne savent pas quelle est la cause principale derrière donc, ce défaut, mais généralement c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on a fait fonctionner un moteur pendant longtemps avec un courant qui dépasse son courant nominal, et dans ce cas, ce courant qui dépasse le courant nominal va causer un échauffement excessif, et cet échauffement excessif, donc, il risque de détruire l'isolation des conducteurs dans le moteur électrique. Et pour mettre en équation cette notion des considérations thermiques, donc nous avons introduit donc, le transfert de chaleur. Et pour ce faire, nous avons considéré notre moteur comme un objet homogène. Et cet objet homogène, donc, il reçoit de la chaleur et il perd de la chaleur, et il a une certaine capacité thermique, et il a une certaine surface de l'échange avec le milieu ambiant, et il a une température interne T, et aussi donc il y a la température T0 qui est la température du milieu ambiant. Il y a la puissance P1 qui est due à l'échauffement, c'est la puissance calorifique qui est introduite par les pertes joules. Nous avons dit qu'il y a différentes pertes qui participent à l'échauffement du moteur, et principalement on peut dire que les pertes joules, ce sont les pertes qui participent dans une grande partie à l'échauffement du moteur. Il y a aussi donc les frottements mécaniques, il y a les pertes par effet, les pertes fer, par hystérésis et par courant de Foucault. Mais généralement, ces pertes-là, on peut les considérer négligeables devant les pertes qui sont causées par les pertes joules. Donc, la puissance P1, on peut dire que c'est les pertes joules. Donc, je peux dire que la puissance P1, c'est quoi? La puissance P1, ce n'est que R fois I au carré. Avec I au carré, avec I, c'est le courant, par exemple, si on est dans le cas des moteurs à courant continu, c'est le courant de l'induit. On peut même négliger le courant de l'inducteur, parce que généralement, le courant de l'inducteur, c'est un courant qui est faible, négligeable devant le courant de l'induit. Donc, on peut dire que dans le fonctionnement d'un moteur, si on est dans le cas d'un moteur à courant continu, on peut dire que
les perjoules, ou la puissance calorifique qui permet d'échauffer notre moteur, c'est RI au carré avec RA, donc c'est la résistance de l'induit, RAI au K. Si on est dans le cas d'un moteur asynchrone par exemple, donc les perjoules dans ce cas, c'est 3 fois R S par exemple fois I au carré. Non, pardon, ça c'est les perjoules dans le stator, mais les perjoules du stator généralement ils sont négligeables devant les perjoules du rotor. Et généralement, ce qu'on considère, ce sont les pertes joules dans le rotor parce que c'est là où il y a l'induit. Donc, l'induit le moteur asynchrone, c'est le rotor, tandis que l'induit le moteur à courant continu, vous le connaissez, c'est l'induit. Mais l'induit d'un moteur asynchrone, c'est le rotor, tandis que le stator, c'est comme une excitation, c'est comme l'inducteur le moteur à courant continu. Donc, la partie importante qui cause l'échauffement dans la machine asynchrone, c'est la résistance du rotor. Et généralement, donc, pour considérer donc, les pertes joules dans le moteur asynchrone, donc on prend la résistance du rotor. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est dans cette introduction, c'est le courant de l'induit d'un moteur à courant continu. Et dans ce cas, généralement, on va considérer que l'échauffement, c'est l'échauffement d'IL, l'induit d'un moteur à courant continu. Nous allons considérer que P1, c'est RA fois IOK. Donc voilà pour la première puissance qui est introduite dans le moteur et qui permet son échauffement. Et puis vous avez la puissance P2, nous avons, c'est une puissance qui est échangée avec le milieu extérieur, avec le milieu ambiant par convection. Et on a établi donc l'équation finale de la température, de la variation de la température en fonction de la puissance P1 qui est la puissance par perte joule et la température T0 et le alpha qui est un coefficient de transfert de chaleur, le A qui est la surface de contact avec le milieu extérieur et avec C qui est la capacité thermique de notre corps. Comme rappel, nous avons dit que la capacité thermique, ça traduit quoi? Ça traduit la capacité d'un corps à emmagasiner de la chaleur. D'accord? Donc la capacité thermique, c'est la capacité d'un corps à emmagasiner de la chaleur. Et comme comparaison, nous avons dit la dernière fois que, par exemple, le fer, il a une capacité thermique qui est inférieure à la capacité du charbon. Le fer, il s'échauffe rapidement, ça veut dire qu'il a une capacité qui est faible, tandis que le bois, il a une capacité qui est supérieure à celle du fer. Pourquoi? Parce que pour chauffer le bois, ça demande un temps qui est supérieur au temps demandé pour chauffer le fer. D'accord? Donc voilà la définition de la capacité thermique et on peut la comparer à la capacité d'un condensateur. Donc c'est presque le même principe. Alors finalement, nous avons établi donc l'équation de la température, de la variation de la température. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est que ce delta T ne doit pas dépasser la température maximale qui est la classe du moteur. Donc cette équation-là, donc je peux tracer donc ça, ou là je peux établir sa solution. La solution d'El une équation de premier ordre, une exponentielle, d'accord? Avec pH, qu'on a dit, c'est un saut c'est-à-dire on a alimenté notre moteur avec un courant I, et ça va nous donner des pertes joules. Donc les pertes qu'on a ici, donc le pH, c'est RI au carré. RI au carré. Avec I, c'est le courant qui traverse l'induit, la résistance de l'induit, et ainsi de suite, qui vont échauffer le moteur. Donc c'est RI au carré. Le alpha A, ainsi de suite. Et puis vous avez donc 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Avec taux, on a dit, c'est le temps de réponse. Et c'est une constante de temps thermique. La constante de temps thermique, ce n'est pas un temps de réponse. Le temps de réponse, généralement, c'est 3 fois taux. On a dit la dernière fois, lorsqu'on dépasse 95% de la valeur finale, on a le temps de réponse. Mais le taux, dans ce cas, c'est une constante de temps qu'on appelle la constante de temps thermique. On trace avec donc le taux, c'est C sur alpha fois A. D'accord?
Et la prochaine fois, donc, nous allons voir comment on peut calculer le taux sans connaître le alpha et sans connaître la surface. Parce que généralement, c'est très difficile d'avoir donc la surface le corps en contact avec le milieu extérieur. Des fois aussi, on n'a pas le alpha qui est le coefficient de transfert de chaleur qui dépend de plusieurs paramètres. Mais on va voir une méthode simple pour déterminer donc le taux sans connaître la surface et sans connaître le alpha qui est le coefficient de transfert de chaleur. Donc la dernière fois, nous avons dit que nous avons tracé donc la variation de la température. On a parlé de l'échauffement. Donc lors de la période de l'échauffement, donc vous avez le delta T qui va augmenter, ça veut dire la température va augmenter, il va tendre vers la valeur du régime permanent qui est pH sur alpha A. D'accord? Et pour le refroidissement, nous avons dit qu'on va partir d'un certain échauffement, d'accord, une certaine température, et puis si on coupe l'alimentation, si on coupe le courant I, donc la machine, elle va se refroidir pour finalement tendre vers la température ambiante. Ça veut dire qu'on aura finalement delta T qui est égal à 0, delta T égal à 0, ça veut dire T égal à T0 qui est la température du milieu ambiant. Donc j'ai dit le taux, c'est le temps pendant lequel on atteint 2 tiers de la valeur finale. Donc Nagna, c'est 2 tiers. Alors pour dépasser 95% de la valeur finale, je de la partie qui est là, donc on doit dépasser jusqu'à 3 taux. D'accord? 3 taux à dire, normalement, c'est ce qu'on appelle le temps de réponse. Le temps de réponse d'un système, comme j'ai dit, le temps de réponse, c'est quoi à une impulsion? Le temps de réponse, c'est lorsque la valeur finale de la grandeur que l'on aime contrôler, lorsqu'elle dépasse 95% de la valeur finale, de la valeur en régime permanent. Et généralement, le temps de réponse, c'est égal à 3 taux jusqu'à 5 taux, d'accord, selon les cas. Mais généralement, 3 taux, déjà, on peut considérer que c'est le temps de réponse. Lorsqu'on dépasse 5 taux, on est presque à 95% de la valeur finale. Mais ce qui nous intéresse, c'est que déjà 95%, c'est un bon temps de réponse. Alors, pour le refroidissement, j'avais dit que le refroidissement, ce n'est pas la même chose que l'échauffement, d'accord? Donc, ça veut dire pour partir d'une température T0 jusqu'à une température T finale, et puis pour descendre de ce T jusqu'à la température T0, donc ça va demander plus de temps que l'échauffement. Donc le refroidissement, ça demande plus de temps que l'échauffement. Et nous avons dit que pour avoir le même temps de réponse pour l'échauffement et pour le refroidissement, on fait recours à ce qu'on appelle le refroidissement forcé, en utilisant par exemple un régime forcé pour le refroidissement, par exemple en utilisant le ventilateur qui permet de refroidir le moteur rapidement. Donc, voilà. Donc la constante de temps thermique, elle varie selon le coefficient de transfert de chaleur, alpha, qui dépend de la vitesse de l'air de refroidissement. D'accord? Donc c'est pour ça, comme j'ai dit, que le refroidissement et l'échauffement, ce n'est pas la même chose. Donc les machines qui sont auto-ventilées auront une constante de temps de refroidissement plus grande que la constante de temps d'échauffement. D'accord? Donc ça veut dire on n'utilise pas donc de ventilateur extérieur. Alors d'autre part, les machines avec un système de ventilation forcée, elles auront une constante de temps de refroidissement et d'échauffement plus ou moins égale. D'accord? Donc il convient de noter que la constante de temps thermique des machines électriques sont généralement beaucoup plus grandes que leur constante de temps mécanique ou électrique. Donc elle peut varier de quelques minutes à quelques heures. Et nous allons faire tout à l'heure un exercice où nous allons calculer donc le temps de réponse thermique, voilà la constante thermique. Et nous allons voir donc quelle est la valeur de cette constante thermique pour un cas donné. Alors pour la constante de temps électrique, généralement c'est L sur R. Si vous prenez les cas par exemple la charge d'une bobine, la constante de temps dans ce cas c'est L sur R. Et pour la constante de temps d'une capacité c'est RC.
Donc, si vous prenez la constante de temps, vous la calculez, la constante de temps électrique, vous allez trouver, ce sont des microsecondes, des nanosecondes, des microsecondes comme ça. Pour le moteur, pour la constante de temps mécanique, ça veut dire la variation de la vitesse. Si vous démarrez par exemple un moteur, alors pour que le moteur atteigne sa vitesse nominale, donc ça va demander quelques millisecondes, quelques secondes. D'accord? Donc pour le moteur, pour la constante de temps mécanique, c'est quelques millisecondes jusqu'à quelques secondes, d'accord? Pour faire tourner un moteur. Alors, si vous prenez la constante de temps thermique, là, vous avez l'expérience. Vous mettez quelque chose à chauffer sur le four, ça va demander quelques minutes, quelques heures pour atteindre donc la température souhaitée. Donc, la dynamique, c'est pas la même chose. La dynamique électrique, la dynamique mécanique, la dynamique thermique, c'est pas la même réponse, c'est pas la même constante de temps. C'est pas les mêmes ordres de grandeur pour les intervalles du temps. Alors maintenant, pourquoi on fait appel donc à cette considération thermique? Pourquoi on étudie le transfert de chaleur dans les moteurs électriques? Parce que si vous avez déjà fait des stages dans le milieu industriel, vous allez entendre ce qu'on appelle le service continu. Le service, ce sont les services S1, S2, S3. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou rencontré ça dans le milieu industriel, mais on vous parle de S1, S2, S3. Ça veut dire que ce sont des modes de fonctionnement, les modes de service. C'est les moteurs, généralement, que l'on trouve dans les usines. Alors, il y a ce qu'on appelle le service continu, il y a ce qu'on appelle le service intermittent à courte durée, et il y a le service périodique intermittent. Donc, on va expliquer donc qu'est-ce que c'est que les services continus, les services intermittents de courte durée, les services périodiques intermittents. Donc, c'est comment on utilise notre moteur. D'accord? Généralement, le moteur Diana, le système industriel rencontré, c'est-à-dire vous êtes dans une usine pour un cas donné, pour une application donnée, vous allez trouver que vous avez les trois types de fonctionnement. Soit un service continu, soit le service continu. Le service continu, ça veut dire que votre moteur il est appelé à fonctionner 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. D'accord? Il est appelé à fonctionner en continu dans le temps. Donc, ce n'est pas l'alternative pour le continu et le courant, mais c'est dans le temps, continu dans le temps. Donc, sans arrêt. Donc, d'abord, le service continu. Ça veut dire votre moteur dans l'application industrielle où vous faites votre stage, là, pour laquelle vous faites l'étude. Donc, le moteur, ou les moteurs utilisés dans cette application, ils sont appelés à fonctionner en service continu. Ça veut dire fonctionner tout le temps. Dans ce cas, donc, il y a des considérations à faire. Il y a aussi donc, le service intermittent à courte durée. Le service intermittent à courte durée, ça veut dire que c'est un service où votre moteur est appelé à fonctionner pendant une courte durée et puis il s'arrête. Et puis il attend un certain temps, un certain moment, et puis il va redémarrer pour reprendre donc le cycle, fonctionner pendant une courte durée, et puis reprendre le repos, et puis attendre, et puis, d'accord? Donc ça s'appelle un service intermittent à courte durée. Et puis il y a le service périodique intermittent. Le service périodique intermittent, c'est comme le deuxième, mais le fonctionnement il est périodique. Ça veut dire votre moteur il fonctionne, il s'arrête, fonctionne, il s'arrête d'une manière qui est périodique. D'accord? Alors, pour le deuxième cas, ce n'est pas périodique. D'accord? Donc, ça veut dire on fait fonctionner le moteur pendant un certain moment, c'est dans une courte durée, puis on l'arrête et on attend. Ça veut dire, par exemple, pour une application donnée, on coupe, par exemple, je ne sais pas quoi, on coupe le bois, et puis on l'arrête en attendant qu'une autre pièce du bois soit prête pour couper une deuxième fois, et ainsi de suite. Et puis, vous avez donc des services qui sont périodiques intermittents. Ça veut dire, vous démarrez votre moteur, il fonctionne pendant un certain temps, il s'arrête, et puis il reprend d'une manière qui est périodique, d'une manière qui est bien périodique dans le temps. Alors, chacun des fonctionnements, il va introduire donc des exigences, des contraintes sur le fonctionnement de notre moteur, surtout en ce qui concerne la température, en ce qui concerne donc la température, c'est-à-dire ne pas dépasser la température maximale.
Alors, c'est à vous donc maintenant d'imaginer que, supposons que vous avez un moteur qui va fonctionner en service continu. Alors, quelles sont les contraintes maintenant quelles sont les contraintes à exiger ou là, à respecter pour le fonctionnement de ce moteur? Alors, la contrainte principale, c'est que on ne doit pas dépasser la température maximale. Mais on est en fonctionnement continu. D'accord? Alors, là, déjà, on comprend que je ne peux pas dépasser le courant nominal. Mais là, on est en service continu, on est en fonctionnement continu. Continu dans le temps, ça veut dire sans arrêt. Et on a dit que c'est quoi le courant nominal? Le courant nominal, c'est le courant maximal pour faire fonctionner le moteur en service continu sans risquer de dépasser la température maximale. Donc c'est comme ça qu'on a défini le courant nominal. Donc ça veut dire lorsque je suis en service continu, je ne peux pas dépasser le courant nominal. C'est-à-dire la contrainte. D'accord? Je ne peux pas dépasser le courant nominal. Donc si je trace, donc là déjà la définition c'est quoi? C'est que le moteur il est chargé en permanence. Bien évidemment, le moteur doit avoir une puissance nominale au moins égale à la charge continue. Ça, c'est la contrainte, la première contrainte. La première contrainte pour ne pas dépasser le courant nominal, c'est qu'on a dit que la charge entraînée par le moteur, il doit avoir une puissance qui est inférieure ou égale à la puissance nominale du moteur. La puissance de la charge entraînée par le moteur supérieure à la puissance nominale du moteur, dans ce cas, on va faire appel à un courant qui est supérieur au courant nominal. Et dans ce cas, on risque de, comme on a dit, ne pas dépasser la température maximale. Ça veut dire quoi? C'est ne pas dépasser le courant nominal. D'accord? Lorsqu'on est en service continu, ne pas dépasser la température maximale, ça veut dire ne pas dépasser le courant nominal. D'accord? Donc là, la première contrainte, dans le choix le moteur d'INA, si on veut choisir un moteur déjà à utiliser pour une pompe, ou là, un ventilateur, ou là, un convoyeur, ou là, une papeterie, ou là, un treuil, ou là, je ne sais pas quoi, le moteur que l'on doit choisir pour entraîner le type de charge, il faut que sa puissance soit supérieure au moins à la charge entraînée. D'accord? À la charge de la pompe, ou là, le ventilateur, ou là, le convoyeur. Alors maintenant, le couple de charge, s'il est constant, d'accord? Alors maintenant, regardez donc là, comment on aura donc la variation de delta T. Alors si vous regardez dans ce cas, la variation de delta T, alors le delta T ne doit pas dépasser la température maximale. Donc là, je vois la contrainte, il ne faut pas dépasser le delta T maximal supporté par notre moteur. Delta T maximal. Alors maintenant, la température maximale, elle est donnée par quoi normalement? Le delta T maximal, il est donné par quoi? Lorsque je suis en continu, là, le delta T maximal, ça veut dire la différence de température maximale à ne pas dépasser, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par la puissance nominale le per joule divisé par alpha A. C'est-à-dire la température en régime permanent. Alors, si je dépasse la valeur هذه, il a dépassé tarif شوية هنا, il a dépassé tarif شوية en continu, d'accord, lorsque je suis en régime continu, je risque de dépasser la température maximale. Donc, dans ce cas, la limite à ne pas dépasser, c'est quoi? La limite à ne pas dépasser, il y a delta T max. Il y a delta T max, finalement, c'est les pertes joules nominales. Les pertes joules nominales, ça veut dire quoi dans ce cas? C'est R fois I nominal N. Donc, je dois connaître le courant nominal d'ILI, le courant de le moteur d'ILI, multiplié donc à la puissance 2. Donc, il y a la température maximale à ne pas dépasser. Donc là, vous voyez que pour notre moteur, je connais déjà la température maximale à ne pas dépasser. Donc c'est delta T max
qui est égal à quoi? Qui est égal à R fois IN au carré divisé par alpha. D'accord? Donc déjà, la valeur maximale du moteur d'IELI, il est connu. D'accord? C'est quoi? En régime permanent, en régime continu, en régime pour le service continu. Le delta T max à ne pas dépasser, c'est le R fois IN au carré divisé par alpha. C'est-à-dire la température maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la température maximale d'IELI, elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle au per joule au carré. إلا ما كنتش كنعرف le alpha مع A, نقدر نقول بأن de toutes les manières ma température maximale c'est quoi? Elle est donnée par les per joule nominales, d'accord? Donc ça veut dire la température maximale elle est proportionnelle au per joule nominal et ça on va voir dans des exercices comment on va utiliser la relation de proportionnalité qu'on a entre la température maximale et le courant nominal, d'accord? Courant nominal au carré. Donc voilà pour le premier fonctionnement. Le premier fonctionnement d'IELI ou le service continu. Si le moteur est appelé à fonctionner en continu dans une application industrielle, la première contrainte, c'est que déjà le moteur d'IELI a une puissance nominale supérieure à la puissance de la charge entraînée. Sinon, je vais avoir un courant qui va dépasser le courant nominal et dans ce cas, je risque de dépasser la température maximale tolérée pour le moteur. La deuxième chose, lorsqu'on est en continu, service continu, je peux déjà déduire quelle est la température maximale. La température maximale d'IELI, parce que je ne dois pas dépasser Hadi. Hadi, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par un fonctionnement. Elle est donnée par un fonctionnement qui est le fonctionnement nominal. Ça veut dire ma machine, le fonctionnement pour lequel elle peut fonctionner en continu sans arrêt, c'est le fonctionnement nominal. C'est le fonctionnement maximal pour lequel elle peut travailler sans problème. Si le courant d'IELI dépasse le courant nominal, je risque de dépasser la température maximale et le défaut, là, le problème, là, la catastrophe va arriver, ça veut dire la destruction d'IEL l'isolant. Alors voilà pour le service continu. D'accord? Alors si je travaille avec un courant qui est inférieur au courant nominal, voilà le courant nominal d'IELI, le courant nominal d'IELI qui a atteint la température maximale. هذه هي delta T max. D'accord? Delta T max délayé. Alors maintenant, si je fonctionne avec un courant I qui est inférieur au courant nominal, I inférieur au courant nominal, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La température d'IELI, qu'est-ce qu'il va faire? La température d'IELI, et il va s'arrêter ici parce que dans ce cas, la valeur finale, la valeur finale, c'est RI au carré divisé par alpha. Là, c'est RIN au carré divisé par alpha. Donc, si je fonctionne avec un courant qui est inférieur au courant nominal, il n'y a pas de problème parce que je n'arriverai jamais à la température maximale. Alors maintenant, si je fonctionne avec un courant I qui est supérieur au courant nominal, alors la température d'IELI, le régime permanent, quelque part ici, d'accord? Et dans ce cas, la température d'IELI, donc il va aller ici, d'accord? Et qu'est-ce que je fais? Je vais dépasser la température maximale. Donc si je dépasse la température maximale du moteur, je risque de détruire mon moteur, d'accord? Donc voilà pour le fonctionnement continu. Donc le fonctionnement continu, la seule contrainte, c'est que je ne dois pas fonctionner avec un courant qui est supérieur au courant nominal. Donc, point final. Alors maintenant, pour le service intermittent à courte durée. Le service intermittent à courte durée, ça veut dire que c'est un fonctionnement où je fais fonctionner mon moteur pendant un certain temps, bref, et puis je l'arrête en attendant donc un autre fonctionnement, un autre démarrage. Alors dans ce cas, le moteur il aura tout le temps pour se refroidir complètement avant de reprendre son fonctionnement. Donc ça veut dire le temps que le moteur a un temps pour se refroidir complètement. Ça veut dire revenir à la température ambiante avant de le redémarrer une deuxième fois. D'accord? Alors, lorsqu'on est dans un service intermittent à courte durée, oui, je peux dépasser le courant nominal.
D'accord? Et on va voir tout à l'heure comment, dans les équations, dans le risque de dépasser la température maximale. C'est comme euh, votre main, vous la posez par exemple sur le four qui est allumé. Donc, si vous le posez par exemple pendant 1 seconde, 2 secondes, il n'y aura pas de problème. D'accord? Votre main ne sera pas brûlée. Mais si vous dépassez un certain temps, vous le mettez par exemple pendant 1 minute ou la deux, dans ce cas, ce sera des brochettes bien cuites. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on peut tolérer un fonctionnement pendant un certain temps, mais on peut ne pas le tolérer pendant un temps qui est lent. D'accord? C'est le cas le four dont j'ai parlé. D'accord? Donc, si vous ne dépassez pas le temps, si vous ne dépassez pas le temps maximal autorisé, donc il va causer la destruction de l'isolant, donc dans ce cas, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez dépasser le courant nominal quand vous voulez, d'accord? C'est pour ça que, par exemple, dans des moteurs, on peut les faire fonctionner lorsque ces moteurs-là donc, sont protégés par un disjoncteur thermique. On peut les faire fonctionner, par exemple, pendant 3 à 4 minutes ou là, pendant une demi-heure sans problème. Donc, le disjoncteur ne va pas réagir. Mais après, à partir d'un certain temps, le disjoncteur va réagir pour protéger le moteur. Ça veut dire, dans ce cas, la température elle augmente, donc il risque de dépasser la température maximale tolérée par le moteur, et le disjoncteur il va réagir avant que le problème se produise. D'accord? Donc, dans un service intermittent en courte durée, je peux dépasser le courant nominal, mais il ne faut pas dépasser un temps qui va causer que mon moteur dépasse sa température maximale. D'accord? Donc, Adim Arafa, on peut dépasser les limites, mais sans risque ça veut dire dans le temps, si on continue dans le temps, on risque de produire le problème. D'accord? Donc, pour éviter ça, il faudra bien, si vous dépassez le courant nominal, il faudra bien arrêter votre machine avant que la température dépasse la température maximale. Si vous travaillez avec un courant qui est inférieur au courant nominal, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Si vous travaillez avec le courant nominal, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez travailler avec le courant nominal en continu sans problème, donc vous pouvez travailler avec le courant nominal en régime intermittent aussi sans problème. Alors maintenant, on trace. Alors maintenant, je suis en régime, je suis en courant nominal. Alors, je suis en courant nominal, ça veut dire dans ce cas, mon courant, ça c'est, on est dans le régime continu, d'accord? On n'est pas encore dans le régime intermittent. Alors, je trace le courant nominal d'Eli Wahada. Donc, la température maximale, il est donnée par quoi? Il est donnée par P1N sur alpha A. Donc, elle est la température maximale. Maintenant, je travaille en intermittent. Intermittent, ça veut dire quoi? Ça veut dire une courte durée. Alors maintenant, je vais tracer. Voilà. Alors tout à l'heure, la température maximale d'Eli, supposons que je dépasse mon courant nominal. Alors mon courant nominal d'Eli, d'accord? Je dépasse mon courant nominal. Alors si je dépasse le courant nominal, alors la variation de la température, d'accord? Il y en a maintenant le courant d'Eli, le courant nominal, mais c'est un courant qui est supérieur au courant nominal qui va me donner P1S sur alpha. Donc ça, c'est le service intermittent, d'accord? Alors dans ce cas, la caractéristique, donc ce sera Yehedi, donc ça va aller comme ça. Le problème, c'est que si je dépasse là, qu'est-ce qui va arriver? Le problème, c'est que si je dépasse le point d'âge, je dépasse la température maximale tolérée par le moteur. Alors maintenant, il y a la condition pour ne pas détruire mon moteur, c'est qu'il faudra arrêter, il faudra que le temps qui est là, le temps le régime intermittent, le temps T1, ouais, d'accord, le temps T1 là, le temps T qui est là, il faut qu'il soit inférieur à T1. T1, T1 ou le temps pendant lequel on risque de dépasser la température maximale. Donc ça veut dire هنا خصني arrêter قبل T1.
Si j'arrête le T1, qu'est-ce qui va se passer? La courbe la courbe la température radia. Alors maintenant, si j'arrête le moteur, donc je l'arrête quelque part ici. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la température? Donc la température, le moteur il est arrêté, ça veut dire quoi? La température, il va commencer à décroître. Alors dans ce cas, je ne risque pas de dépasser la température maximale parce que de la partie il y a la partie interdite. De la partie quand même là, d'accord? Parce que je dépasse la température maximale. D'accord? Donc, là, le régime intermittent à courte durée, la condition pour un bon fonctionnement, c'est que le temps, la durée le service intermittent, elle doit être inférieure à T1. Avec T1, c'est quoi? C'est l'intersection de la caractéristique d'INA avec un courant qui est supérieur au courant nominal, avec la droite de la température maximale. La droite de la température maximale, il y a la droite qui est donnée pour le fonctionnement nominal. Alors j'espère que vous avez bien compris dans ce cas. Dans ce cas, pour éviter de dépasser la température maximale, il faudra arrêter. Là, le temps le service intermittent, il faut qu'il soit inférieur à T1. Avec T1, c'est quoi? C'est le temps qui est donné par l'intersection de la caractéristique de la température pour un courant supérieur au courant nominal avec la droite de la température maximale. Donc, il y a la contrainte. Le courant le courant le courant qui donne de la puissance, il peut être n'importe quel courant. Il peut être 2-3 fois le courant nominal mais la seule contrainte à respecter, c'est que je ne dois pas dépasser le courant nominal. D'accord? Je ne dois pas dépasser, pas le courant nominal, pardon, je ne dois pas dépasser la température maximale du moteur. Alors maintenant, comment calculer le temps T1? Le temps T1, donc c'est facile, d'accord? Je vais écrire l'équation tout à l'heure de delta T en fonction de P1S sur alpha A. Donc, en fonction de alpha A. Et puis, je mets quoi? Je mets la caractéristique égale à quoi? Égale à alpha T max. Avec alpha T max, c'est quoi? Avec delta T max, c'est quoi? C'est P1N sur alpha A. Donc, je peux maintenant faire l'intersection et calculer le temps T1. Alors, le temps T1 là, il sera donné par quelle équation? Il sera donné par Hadi égal à Hadi. D'accord? Hadi égal à Hadi, ça va nous donner le point là. D'accord? Donc finalement, on aura cette équation-là. Et à partir de cette équation-là, je peux déterminer donc le temps T1. À la condition dans ce cas, il faut que le temps le service intermittent soit inférieur ou égal à T1 pour ne pas dépasser la température maximale. D'accord? Et vous allez avoir donc cette équation-là que vous pouvez résoudre. Donc c'est facile. D'accord? Donc, la même de l'approximation qu'on a ici, d'accord, on peut laisser donc les expressions comme elles sont là et transformer l'exponentielle avec le logarithme. Donc, finalement, on aura donc l'expression d'IL le t, d'accord, l'intersection, le temps d'intersection t. On va voir ça dans un exercice. Donc, on aura finalement le T1, d'accord, al-qabl T1 égal à moins d'accord, logarithme népérien bon, on va faire le calcul après. Donc voilà pour le service intermittent à courte durée. Alors je répète, je peux dépasser le courant nominal à condition que le temps le service intermittent à courte durée, le temps il ne faut pas qu'il dépasse T1. Avec T1, c'est quoi? C'est le temps où on a l'intersection de la courbe de la température avec la droite de la température maximale. Alors maintenant, pour le service périodique intermittent. Le service périodique intermittent, c'est un service qui est périodique. D'accord? Un service qui est périodique. Alors dans ce cas, la température de la machine, lorsqu'elle se refroidit, risque de ne pas aller jusqu'à la température ambiante. Ça veut dire que la machine, puis quand tu fais puis quand tu dans ce cas, des fois, dans ce temps-là, la machine n'aura pas le temps pour se refroidir complètement. Ça veut dire que tu as déjà donc, on va partir avec une certaine température qui est supérieure à la température ambiante. D'accord? Alors, dans ce cas, la machine aussi, d'accord, donc il peut être surchargé, ça veut dire on peut dépasser le courant nominal de notre moteur.
mais à condition, comme ce que nous avons vu pour le service intermittent, donc il ne faut pas dépasser la température maximale. D'accord? Alors voilà un exemple. Alors maintenant, on a notre P1 qui est la puissance de l'hyperjoule. Et on a ici donc le cycle de intermittent périodique. Donc on allume la machine, on refroidit, on allume, on refroidit, on allume et on refroidit. Ce qui va donner donc quelque chose qui est comme ça. D'accord? Donc si vous commencez à l'instant T0 où on a la machine qui est complètement refroidie, c'est comme la charge d'un condensateur. ملي كتبداو في الاول كتبداو من زيرو داكوغ كتبداو من زيرو لا ماشي لا كاباسيتي ديالنا il se charge ولكن si on alimente la charge ديالنا ولا la capacité ديالنا avec un signal sinusoidal فاش كتولي la capacité ديالنا من بعد كتولي la capacité ديالنا كتولي alternative sinusoidal périodique d'accord après un certain temps donc كتولي حتى هي la tension au bord ديال la capacité كتولي بحال هكا كتولي حتى هي alternative sinusoidal. La même chose pour la capacité thermique, c'est ce qui se passe. D'accord? Vous avez donc la machine qui se chauffe, se refroidit, se chauffe, se refroidit. Puisque c'est périodique, après un certain temps, qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose qui sera alternatif périodique, comme ça. D'accord? Donc, on a la contrainte à respecter, c'est quoi? Donc, il faut que la valeur moyenne de la puissance, il ne faut pas qu'elle dépasse. D'accord, ici, on a la température d'Iana. Il ne faut pas qu'elle dépasse la température maximale. Donc, il y a la contrainte dans ce cas. La contrainte dans ce cas, il faut que la température moyenne que l'on doit avoir dans ce cas, la température moyenne ne doit pas dépasser la température maximale tolérée par notre moteur. D'accord? Et ça dépend des cas. D'accord? Ça dépend des cas et ça dépend du service périodique intermittent, le cas industriel, ou là le problème industriel qui se présente. Alors nous allons, pour éclairer tout ça, nous allons faire un petit exercice. Et je vous laisse faire ça pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cas? On a un service périodique intermittent. D'accord? Alors, on a un moteur qui a une puissance nominale de 100 kW, c'est la puissance nominale. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Lorsque je parle d'un moteur et je parle de la puissance nominale, ça veut dire c'est la puissance mécanique. D'accord? Lorsque je parle d'un générateur, lorsque je dis la puissance nominale, c'est la puissance électrique. D'accord? Donc, faites attention pour ces choses-là. Donc, on a un moteur qui a une puissance nominale de 100 kW, c'est la puissance nominale. Il a une masse de 800 kg. Il a une chaleur spécifique CFE. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas la capacité thermique dont j'avais parlé, mais ça, c'est la chaleur spécifique. Et la chaleur spécifique avec la capacité thermique, une relation. Donc, la chaleur spécifique CFE, c'est 0,48 kWh par kg degré Celsius. Nous avons le rendement 0,92, c'est le rendement nominal de notre machine. On a le delta T pour le régime permanent. Et dans ce cas, c'est la température maximale, c'est 50 degrés Celsius, c'est la température statique atteinte à la puissance nominale. D'accord? Alors maintenant, la question qui est posée dans ce cas, c'est de calculer la constante de temps thermique. D'accord? Pour un tel fonctionnement, on demande de calculer la constante thermique de notre moteur. Alors je vous laisse réfléchir 5 minutes et après on va reprendre. Alors je répète s'il vous plaît. Donc vous avez un moteur qui a une puissance nominale de 100 kW. Il a une masse de 800 kg. Il a une chaleur spécifique. Il a un rendement. Et il a la température maximale qui est donnée à la puissance nominale. Et cette puissance-là, ce serait la puissance maximale à ne pas dépasser. Alors à partir de ces données-là,
on demande de calculer la constante de temps thermique de notre moteur. Allez-y. Voilà, alors donc
pour la solution de cet exercice. Alors, ce qui nous manque, c'est quoi? On sait déjà que la constante de temps thermique que nous avons calculée, c'était quoi? C'était taux qui est égal à C sur alpha A. D'accord? Donc ça, c'est la constante de temps thermique. La constante de temps thermique, c'est la capacité thermique divisée par alpha A. Alors, dans l'exercice, notre exercice, on n'a pas le alpha et on n'a pas le A. Donc, je reviens à l'exercice. Donc, dans cet exercice, donc, le alpha A, le terme ADA, le produit alpha A, on ne le connaît pas. Et le C, la capacité thermique, on la connaît, d'accord? C'est à partir de cette expression-là, on peut déjà déterminer la capacité thermique de notre système, qui est quoi? Qui est CFE, c'est la chaleur spécifique fois la masse. Donc on a la masse, donc on peut en déduire donc la fois 800 grammes, 800 kg, d'accord? Donc ça va nous donner la capacité C. Alors maintenant, on cherche quoi? On cherche donc ce terme-là, donc on n'a pas le alpha, d'accord? On n'a pas ce produit-là. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce cas? On a la température maximale. Alors on sait que delta T maximale, on a infini, c'est quoi? C'est les paires de joules nominales, d'accord? Les paires de joules nominales. Les paires de joules nominales divisées par alpha A. Alors déjà, on a le delta T max, on l'a, donc c'est 50. On a les paires de joules nominales, on peut les déduire à partir de ce que nous avons ici, le rendement à la puissance nominale. Et on peut déterminer donc alpha A. Une fois on détermine le alpha A, donc on peut calculer la constante de temps thermique. Alors maintenant, comment calculer les paires de joules? Donc j'ai dit la température maximale ici, on l'a. Les paires de joules, on va les déterminer par le calcul suivant. Alors le calcul, on sait que les paires de joules, d'accord? Les paires de joules nominales. Les paires de joules nominales, donc c'est la puissance nominale, d'accord? C'est la puissance mécanique, divisé par le rendement. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la puissance électrique consommée par notre moteur. Donc, si je prends le moteur d'ILI, qu'est-ce qu'il va consommer comme puissance? Il va consommer Pn, c'est la puissance nominale divisée par le rendement de notre machine. Ça va nous donner la puissance électrique, d'accord? Il y a la puissance électrique consommée par notre moteur. Et là, il va donner à la sortie la puissance électrique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Si on considère que la plupart ou la partie importante des pertes, ce sont les paires de joules. Donc, quand je vois les paires de joules, les paires de joules, c'est quoi qu'on cherche? Les paires de joules, il y en a. C'est la puissance électrique moins la puissance nominale. Donc, il a la puissance électrique. La puissance nominale, il va rester quoi? Il va perte. Alors, divisé par le rendement, parce que je vois le rendement. Le rendement va la puissance nominale divisée par la puissance électrique. Je vois le rendement. Donc, ça veut dire que la puissance électrique consommée par le moteur, c'est Pn divisé par le rendement. D'accord?
Alors, si on fait donc le PN sur le rendement moins les pertes, moins la puissance nominale, ce qui va rester, c'est quoi? C'est les pertes joules. Donc, d'abord le terme là. Donc, je peux effacer tout ça. Voilà, donc les pertes joules d'INA ou donc les pertes joules, c'est quoi? C'est la puissance nominale divisée par le rendement moins la puissance nominale, d'accord? Et ça va vous donner les pertes joules. C'est quoi les pertes joules? C'est 9 kilowatts. D'accord? Même 100 kilowatts, c'est-à-dire la puissance nominale, on va avoir 9 kilowatts comme perte joule. Et vous allez remplacer, donc dans l'équation, vous allez remplacer, donc pour avoir le alpha A, vous allez remplacer donc à partir de l'expression de delta T max qui est égal à quoi? Qui est égal au perte joule divisé par alpha A. Et finalement, donc vous allez avoir donc la constante de temps thermique qui est égale à C sur alpha A. Donc C, vous l'avez déjà calculé, il y a dit. Vous allez calculer le alpha A à partir de la température maximale et les pertes joules. Et finalement, vous allez avoir la valeur suivante. D'accord? Donc, j'efface tout ça. Donc, on a alpha A, la valeur de alpha A. Donc, il faut respecter les unités, d'accord? Alors, finalement, si vous faites le calcul, d'accord, à partir de la capacité thermique et tout, donc vous allez calculer une constante de temps d'IL à Chicane radicale en secondes, d'accord? Vous allez trouver une valeur d'IL 384 000 divisé par 180. Alors, C, dit C, d'accord, c'est la capacité thermique, donc c'est 384 000. Les 180 que vous avez là, c'est le alpha A. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver quelque chose en secondes. D'accord? Là, en secondes, vous allez diviser par 60. Finalement, vous allez trouver une valeur en minutes. D'accord? Donc, la valeur là, en secondes. D'accord? Radical, en secondes. Si vous divisez par 60, vous allez avoir 35 minutes. Alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque nous avons parlé des constantes de temps thermique, électrique, mécanique et thermique, j'avais dit que pour la constante de temps thermique, ça part de quelques minutes jusqu'à quelques heures. Et dans notre cas qu'on a ici, avec un moteur d'IL 100 kW, on a déjà une constante de temps d'IL 35 minutes. Donc ça veut dire quoi 35 minutes? Ça veut dire 3 fois 35 minutes. Alors 3 fois 35 minutes, ça fait combien? Ça fait 90 ou 105 minutes pour arriver à une température delta T d'IL 50 degrés Celsius. Donc ça veut dire si vous partez avec une température ambiante de 25, pour arriver à une température d'IL 75, parce que 25 plus 50, ça fera 75. Pour arriver à une température d'IL en fonctionnement nominal, pour arriver à une température d'IL 75, vous devez attendre combien de minutes? Vous devez attendre 35 minutes. Imaginez 35 minutes. 35 minutes fois 3 pour avoir la constante de temps. Parce que la constante de temps réelle, on a dit la constante de temps réelle, c'est quoi? C'est la constante de temps thermique fois 3 fois, d'accord? Pour avoir la constante de temps réelle. Donc ça veut dire ça demande 105 minutes pour arriver par exemple à une température d'il y a 75 degrés Celsius si on part avec une température ambiante de 25 degrés Celsius. Voilà, maintenant pour les considérations thermiques. Donc là, on met un point final sur les considérations thermiques. Maintenant, on va parler des 4 cadrans. La dernière fois, lorsque j'avais parlé des caractéristiques mécaniques, soit de la charge ou la le moteur, on a parlé le fonctionnement dans les 4 cadrans. Alors, dans ce cas, vous avez le couple, et là, vous avez donc la vitesse de rotation. Et généralement, la caractéristique le moteur, d'accord, quelque part ici. Donc, ça dépend du moteur.
Donc la caractéristique d'IANA, il peut être n'importe quelle caractéristique les moteurs qu'on connaît. D'accord? C'est le couple en fonction de la vitesse ou la vitesse en fonction du couple. Alors lorsqu'on trace la caractéristique le moteur ou de la charge dans le cadran, dans le plan oméga t, donc ça va nous donner 4 cadrans. Alors vous avez le cadran 1, vous avez le cadran 1, vous avez le cadran 2, vous avez le cadran 3, et puis vous avez le cadran 4. Alors chaque cadran, dans chaque cadran, on aura un fonctionnement spécifique. Alors généralement, si on a pour le moteur, on a le couple et la vitesse qui sont dans le même sens. Alors dans ce cas, on a le couple qui est positif et la vitesse qui est positive. Dans ce cas, on fonctionne en moteur. Parce que dans ce cas, c'est le moteur qui va fournir le couple. Donc si le couple essaye d'entraîner le moteur dans le sens de la vitesse, ça veut dire que c'est un couple moteur. Donc le couple, il essaye de tourner le moteur dans le sens de la vitesse. Donc ça veut dire qu'on est dans le sens désiré dans ce cas. Ça veut dire le couple moteur, il va entraîner le moteur dans le sens de la vitesse souhaitée. Et dans ce cas, le couple et la vitesse, ils sont tous les deux positifs. Alors dans ce cas, on est en fonctionnement moteur. On est en fonctionnement moteur. Alors pour le premier, d'accord? Alors si on suppose que le sens positif de rotation, c'est ça. Donc là, on est dans le sens positif. Donc ça veut dire que le sens positif de la vitesse est le même que le sens du couple. Donc là, le couple, il va entraîner le moteur dans le même sens que la vitesse. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si on passe dans le cadran 2, donc là, vous avez la vitesse, mais le couple, ils sont dans le même sens. Donc on est dans la marche en avant. La marche en avant, ça veut dire on est en mode moteur. Donc là aussi, on peut l'appeler mode moteur. Alors le deuxième cadran, c'est lorsque on a ici la vitesse, elle ne change pas de sens. Regardez, donc là, on était dans ce sens. On va rester dans le même sens, la vitesse toujours dans le même sens, positif, tandis que le couple, dans ce cas, il va changer de sens, parce que là, le couple, il était positif, et là, il sera négatif. Donc, le couple Diana, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas? Il va s'opposer à la vitesse. Alors, s'il s'oppose à la vitesse, dans ce cas, le moteur Diana, il reçoit de l'énergie mécanique. Alors, s'il reçoit de l'énergie mécanique, dans ce cas, ça veut dire on est en mode génératrice, ou là, on est en mode frein. On est en mode génératrice, ou là, en mode frein. Donc, dans ce cas, vous avez la vitesse dans un sens, vous avez le couple dans le sens opposé, d'accord? Et dans ce cas, on est dans le freinage, ou là de la marche, le freinage de la marche avant. Ça veut dire que vous avez la marche avant, le moteur il tourne dans le même sens qu'avant, ça veut dire dans le sens de la vitesse, mais il essaye de freiner, d'accord? C'est le freinage de la marche avant, d'accord? On n'a pas changé de sens de rotation, voilà le couple Diana, il va essayer d'arrêter la machine, d'accord, de freiner la machine, donc qui est normalement dans la marche avant. Alors pour le cadran 3, vous avez le couple qui est dans le même sens, ça veut dire qu'il reste négatif, tandis que la vitesse aussi, il va changer de sens. Donc ça veut dire dans ce cas, le moteur, le couple Diana, il essaie de faire tourner donc le moteur dans le sens de la vitesse. Donc ça veut dire on est en mode moteur, voilà qui dans ce cas, on a changé de sens de rotation. On est en mode moteur, mais on a changé le sens de rotation. On peut dire qu'on est en marche arrière. C'est-à-dire tout à l'heure, d'abord, on change de sens de rotation, ça veut dire on est en mode moteur. Donc on a inversé le couple et on a inversé la vitesse. D'accord? Et de la même manière, je peux dire que dans ce cas, on est en mode moteur. D'accord? On est en mode moteur parce que la vitesse et le couple, elles sont dans le même sens. ولكن on change de sens de rotation. Regardez, le cadran 1 et le cadran 3, c'est la même chose. La seule chose qui diffère, c'est que on change de sens de rotation. Donc, il y a la seule différence entre le cadran 1 et le cadran 3.
Alors maintenant, on est en marche arrière et qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas ici? On va changer le couple, on va changer de sens du couple. Donc ça veut dire dans ce cas, on est en freinage. Donc on va freiner parce que dans ce cas, le couple, il est en opposé au sens de la vitesse. Donc ça veut dire il essaye de freiner le moteur. Alors le moteur, il était en marche arrière, donc on va essayer de freiner la marche arrière. Et dans ce cas, on est soit en mode freinage ou là en mode génératrice, c'est la même chose. D'accord? Donc, voilà les cadrans d'Iéna. Donc, si vous entendez parler des cadrans de fonctionnement dans les entraînements électriques, là, les cadrans de fonctionnement, là, les quatre cadrans de fonctionnement, c'est par rapport au signe du couple et au signe de la vitesse. Donc, si vous avez le couple et la vitesse qui ont le même signe, on dit qu'on est en mode moteur. Soit on est en marche avant, là on marche arrière. Soit on tourne à droite ou là on tourne à gauche, mais dans ce cas, on est en moteur. La seule différence entre le cadran 1 et le cadran 3, on a le même fonctionnement, sauf que dans un fonctionnement, on est en marche à droite et dans l'autre cadran, on est dans la marche à gauche. Là, on est dans la marche avant, là, marche arrière. Pour les deux cadrans 3, 2 pardon, et 4, c'est la même chose, d'accord? On est en mode freinage, soit on est en marche avant, là on marche arrière, ou là on est à droite ou là à gauche. On est en mode freinage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple, il s'oppose à la vitesse, d'accord? Maintenant, pour le fonctionnement des convertisseurs, normalement, qui entraînent les moteurs, donc on a quelques contraintes à respecter, donc quelques limites à respecter. Alors pour la vitesse, parce que là vous êtes dans un cadran, vous avez le couple et là vous avez la vitesse de ce côté-là. Alors pour la vitesse, à ne pas dépasser la vitesse maximale, donc on peut travailler comme on veut. On a l'espace camel, on peut travailler, on peut tourner à n'importe quelle vitesse, mais à condition de ne pas dépasser la vitesse maximale du moteur. Généralement, c'est la vitesse de l'emballement. Et la vitesse de l'emballement ديالنا كتكون تقريبا de l'ordre ديال 2 fois la vitesse nominale. Donc soit on est en marche avant, là en marche arrière. Donc la contrainte pour la vitesse, c'est ne pas dépasser la vitesse maximale tolérée par notre moteur. Soit on est en vitesse positive ou là en vitesse négative. Alors maintenant, pour le couple, la limite à ne pas dépasser, c'est la limite du couple imposée par le moteur. Alors, هذه فيها شي شوية ديال encore شي شوية de discussion pour la limite ديال le courant parce que ça dépend ديال le régime ديال le fonctionnement ديالنا. Est-ce qu'on est en régime continu ou là en régime intermittent périodique ou là en régime intermittent courte durée? Et dans ce cas, il y a une certaine valeur pour le couple à ne pas dépasser. Donc, si vous êtes par exemple dans un fonctionnement continu, d'accord, on est dans un fonctionnement continu, donc dans ce cas, il ne faut pas dépasser le courant nominal. Si je ne dépasse pas le courant nominal, ça veut dire dans ce cas, je ne dois pas dépasser le couple nominal de la machine. Alors, si je suis dans un fonctionnement intermittent, je peux dépasser le courant comme je veux. Et vous savez très bien, par exemple, que lors du démarrage du moteur asynchrone, on peut arriver à 6 fois le courant nominal. Alors, si j'ai le courant de démarrage qui dépasse 6 fois le courant nominal, donc dans ce cas, je peux dire aussi que le couple d'ILI, donc il peut dépasser le courant nominal sans problème lorsqu'on est dans des fonctionnements qui sont intermittents de courte durée. Alors, si on est dans un régime dynamique, ça veut dire, par exemple, dans les régimes intermittents de courte durée, donc je peux dépasser, comme j'ai dit, le courant nominal et dépasser le couple nominal jusqu'à 3 fois le couple nominal, d'accord? Je peux dépasser jusqu'à 3 fois le couple nominal sans problème, soit avec des valeurs positives ou là avec des valeurs négatives. Mais dans ce cas, la limite pour la vitesse, c'est toujours la vitesse nominale de l'emballement qui est presque de 2 fois la vitesse nominale. Donc voilà les contraintes à respecter lorsqu'on veut faire fonctionner un moteur dans une application industrielle donnée.
Donc les contraintes, c'est ne pas dépasser la vitesse maximale, qui est la vitesse de l'emballement. La deuxième chose à ne pas dépasser concernant le couple, c'est de dépasser donc le couple nominal lorsqu'on est en régime continu et ne pas dépasser donc jusqu'à 3 fois le couple nominal si on est dans un régime intermittent ou là dans un service intermittent de courte durée. Donc là, on peut lire ce qui est écrit ici. Donc, dans la plupart des cas, le couple au cours du régime transitoire, donc peut-être jusqu'à 3 fois le couple nominal, c'est ce que je viens de dire. Alors, pour les servomoteurs, ça veut dire les petits moteurs, est peut-être aussi élevé que 8 jusqu'à 10 fois la valeur nominale. C'est par exemple comme le courant de démarrage, courant de démarrage et le moteur à courant continu. Donc ça, on va voir dans les exercices que des fois, on peut dépasser jusqu'à 8 fois le courant nominal. D'accord? Donc, lorsqu'on est en régime transitoire, ça veut dire courte durée. Alors, ce couple élevé momentané est rendu possible grâce à la grande capacité thermique du moteur avec les isolateurs appropriés aux enrôlements. Le convertisseur qui assure le courant du moteur doit être capable de supporter cette condition. Ça veut dire le convertisseur, soit un onduleur ou là, un hacheur avec lequel vous alimentez votre moteur, que ce soit un moteur à courant continu ou là, un moteur à courant alternatif. Donc, le convertisseur qui alimente le variateur de vitesse, il doit supporter le courant à d'accord? Sinon, si le convertisseur ne supporte pas le courant transitoire, donc on risque de détruire le convertisseur. Mais généralement, les convertisseurs modernes, ils sont munis de disjoncteurs de protection qui permettent de couper l'alimentation si on risque de dépasser le courant assigné à notre convertisseur. Alors, par conséquent, le courant nominal du convertisseur choisi est normalement défini égal au courant maximal du moteur, qui peut être aussi élevé que 3 fois le courant nominal du moteur. Donc, ça veut dire pour choisir le convertisseur d'IANA, des fois, on peut choisir un convertisseur avec un courant nominal qui est égal à 3 fois le courant nominal de notre moteur. Alors, le couple maximal admissible au cours du régime transitoire d'un système d'entraînement est déterminé par le courant nominal du convertisseur utilisé, alors que la limite du couple continu dépend de données nominales du moteur. Ce que j'avais dit tout à l'heure, si on est en fonctionnement nominal, on ne doit pas dépasser le couple nominal de la machine. Alors, le convertisseur est normalement protégé contre la surintensité par un dispositif limiteur de courant. Donc, c'est ce que je viens de dire, donc un disjoncteur qui protège le convertisseur contre les surintensités. Alors, le moteur doit être protégé contre les surintensités par un dispositif de protection thermique, c'est le disjoncteur thermique. Au-delà de la vitesse nominale, le couple est limité par la puissance maximale autorisée. Alors, on sait bien que la puissance, c'est le couple fois la vitesse. Donc, lorsque vous dépassez la vitesse maximale, dans ce cas, le couple est limité par quoi? Par la puissance maximale. Parce qu'on sait que le couple, c'est quoi? Le couple, c'est la puissance divisée par la vitesse. Donc, la partie qu'on a ici, vous avez dit, il est donné par quoi? Il est donné par la puissance maximale. Donc, si je dépasse la vitesse nominale il est là, d'accord? Si je dépasse la vitesse nominale, je dois diminuer le couple d'ILI, d'accord? Je dois diminuer le couple pour ne pas dépasser la puissance maximale. Parce que la puissance maximale, c'est quoi? C'est le couple fois la vitesse. Donc, le couple fois la vitesse. Donc, si je suis dans le fonctionnement nominal ou là, au-dessous du fonctionnement nominal, je peux faire fonctionner ma machine autant que je veux. Ça veut dire que je peux dépasser le courant nominal d'ILI ou le couple nominal. Il n'y a pas de problème. Voilà, lorsque je dépasse la vitesse maximale, sachant que la puissance, c'est le couple fois la vitesse, je dépasse la vitesse maximale. Dans ce cas, le couple d'ILI, d'accord, la limite d'ILO, la limite du couple, d'accord. La même chose si je suis dans le régime transitoire. Lorsque je dépasse la puissance, je dépasse la vitesse maximale, je dépasse la vitesse nominale, le couple d'Iritzawa, donc il doit descendre pour ne pas dépasser la puissance maximale dans le cas où on est dans un régime intermittent transitoire dynamique. Voilà.
pour le dernier paragraphe qu'on a ici. Donc, le moteur doit être la limite contre les surintensité au-delà de la vitesse nominale. Le couple est limité par la puissance maximale autorisée. D'accord? Alors, la limite de vitesse dépend essentiellement de la limite mécanique du moteur. Généralement, c'est deux fois la vitesse nominale de la machine. Donc, c'est la vitesse d'emballement. Voilà concernant donc les quatre cadrans. Alors maintenant, on passe à ce qu'on appelle la stabilité statique. Donc, on sait très bien que tout système doit être stable. D'accord? Donc, la stabilité, ça veut dire quoi? La stabilité, je prends un cas simple. Vous prenez par exemple un ballon, vous le mettez ici, d'accord, sur ce point-là. Alors, vous voyez que c'est un point d'équilibre. Le point qu'on a ici, c'est un point d'équilibre, mais ce n'est pas un point d'équilibre stable. C'est pas un point d'équilibre stable parce que si je pousse par exemple le ballon que j'ai ici, donc il va risquer d'être dans cette descente, d'accord? Donc je vais perdre donc la stabilité de mon système. La même chose, donc il peut aller de ce sens-là, dans cette direction-là, et on ne va jamais le récupérer. Donc c'est un système qui est instable. C'est un point d'équilibre qui n'est pas stable, d'accord? Alors si je prends un autre cas, par exemple, je prends le même cas, mais au lieu d'avoir j'ai un cas par exemple qui est comme ça. Alors si je prends par exemple le système d'Eli, d'accord? Le système d'Eli, je prends comme un système. Alors maintenant, si je pousse le ballon de ce côté-là, donc il va aller vers un autre point d'équilibre. Là, vers ce point-là. Alors, un point qui est là, c'est un point d'équilibre. Un point qui est là, c'est un point d'équilibre. Ce point-là, c'est un point d'équilibre. Mais ce sont des points d'équilibre stables. Ça veut dire si je pousse le ballon de ce côté-là, il va tomber dans un autre point d'équilibre. D'accord? Donc, c'est un système qui est stable. Celui-là, ce n'est pas un système qui est stable. Pourquoi? Parce que là, ce point d'équilibre, ce n'est pas un point d'équilibre stable. Si je pousse le ballon, je vais pas le récupérer. Ça veut dire que je ne veux pas tomber sur un point d'équilibre qui est stable. D'accord? Tandis que celui-là, c'est un système qui est stable. Et les points d'équilibre qu'on a ici, ce sont des points d'équilibre qui sont stables. Donc, j'espère que vous avez compris donc, la stabilité avec ces deux exemples un peu élémentaires. Alors, revenons à notre moteur et à la charge qu'il entraîne et on va parler de la stabilité et de la condition de la stabilité du fonctionnement, ou là, du point de fonctionnement. Donc, je vais tracer. Alors, généralement, si vous prenez donc le point de fonctionnement d'IANA, le point de fonctionnement d'IANA, lorsque vous avez un moteur qui entraîne une charge, c'est un point d'intersection entre deux caractéristiques. Alors, vous avez d'un côté le couple résistant et de l'autre côté, vous avez le couple moteur. Alors, c'est quoi la stabilité statique? C'est lorsque j'introduis une perturbation dans notre système. C'est un point d'équilibre. Est-ce que c'est un point d'équilibre stable là? C'est un point d'équilibre stable si, lorsque j'applique une perturbation sur notre système, je vais retrouver un autre point d'équilibre. D'accord? Je vais retrouver un autre point d'équilibre où là, je reviens à mon point d'équilibre initial. Alors, dans ce cas, c'est un point d'équilibre et c'est une stabilité qui est statique. Ça veut dire que mon système, il est stable statiquement. Alors, quand est-ce que le système là, il est instable? C'est lorsque j'applique une perturbation à partir de ce point-là, à partir de ce point d'équilibre qui est le point de fonctionnement. J'applique une perturbation et mon système, il va diverger. Il va diverger, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit je vais partir en emballement, la machine d'y donc la vitesse de la jusqu'à l'emballement, ça veut dire jusqu'à la vitesse maximale. Et dans ce cas, donc, on doit arrêter pour éviter d'endommager donc la machine ou les machines. Ou là, la machine le système il va s'arrêter complètement. Ça veut dire la vitesse, il va décroître jusqu'à l'arrêt total de notre système. Dans ce cas, on parle d'un système qui est instable. D'accord? Donc voilà comment on peut expliquer donc, la stabilité et l'instabilité dans un entraînement électrique. Ça veut dire un moteur qui entraîne une charge électrique, une charge mécanique.
Alors maintenant, comment tester la stabilité d'un système? D'accord? Lorsqu'on a un système, comment, ou là, lorsqu'on a un point de fonctionnement, comment on peut dire que ce point de fonctionnement, c'est un point stable ou là, c'est un point instable? D'accord? Alors, je reviens donc à mon cours. D'accord? Alors, le moteur, normalement, donc, il va fonctionner à la vitesse de l'état stable lorsqu'on est dans un état stable. On est dans un état stable, on a le couple résistant est égal au couple d'entraînement. Ça veut dire qu'on a une vitesse qui est constante. On sait très bien que TL ou la TE moins TL est égal à quoi? Est égal à J fois D de oméga sur dt. Donc, lorsque on est dans un système qui est stable, on a une vitesse qui est constante. Ça veut dire que notre système il va tourner à une vitesse qui est constante. Et dans ce cas, on a le couple moteur qui est égal le couple moteur est égal au couple résistant. Alors maintenant, on va imposer une perturbation dans n'importe quelle partie de l'entraînement. D'accord? Alors, une perturbation dans n'importe quelle partie de l'entraînement, il aboutira à une vitesse qui s'écarte de l'état stable. J'augmente par exemple le couple résistant, ou là je diminue le couple moteur, ou là j'augmente le couple moteur, ou là je diminue le couple résistant. Donc voilà comment je peux perturber mon système. Donc je suis dans un état d'équilibre, un état stable, TL égale à TE, le couple moteur égale au couple résistant. Et à partir de cet équilibre-là, je vais introduire une perturbation. D'accord? Une perturbation. Alors je vais faire comment? Soit augmenter le couple moteur, diminuer le couple moteur, augmenter le couple résistant ou la diminuer le couple résistant. Voilà les perturbations que je peux introduire. Alors, toutefois, si la vitesse de l'état stable est un point d'équilibre stable, la vitesse retournera à la vitesse d'équilibre stable. D'accord? C'est comme nous avons vu tout à l'heure dans l'exemple que j'avais donné. Donc, on va tomber sur un autre point d'équilibre stable. Ça veut dire, je passe de la vitesse 1 à la vitesse 2. Et je reste dans un fonctionnement stable. Ça veut dire la machine d'IALI, l'entraînement d'IALI, il reste, il fonctionne correctement avec une autre vitesse. Et dans ce cas, je change le point d'équilibre 1 vers un point d'équilibre 2, qui sont les deux, ce sont des points d'équilibre stables les deux. D'accord? Et dans ce cas, je parle d'un système qui est stable. Alors, si au contraire, l'état stable n'est pas un point d'équilibre stable, ça veut dire lorsque je fais la perturbation à partir de la vitesse 1, j'impose une certaine perturbation et que mon système ne va pas tendre vers une vitesse qui est stable, mais il va tendre soit vers l'emballement ou vers l'arrêt total. Dans ce cas, on est dans un système qui est instable. Là, on est dans un point d'équilibre qui est instable. D'accord? Alors maintenant, comment tester donc l'équilibre ou la stabilité d'un point d'équilibre? On peut la tester par la relation suivante. Donc, on fait à partir de le point de fonctionnement d'IALNA, sur le point de fonctionnement d'IALNA, qu'on dirait la dérivée. Donc, la dérivée d'IA le couple résistant, moins la dérivée d'IA le couple moteur. Alors, si sur ce point d'équilibre, on a la relation qui est positive, dans notre point d'équilibre, il est stable. Et là, quand on a la relation sur le point d'équilibre étudié, s'il est négatif, dans ce cas, on a un point d'équilibre qui est instable. Ça veut dire quoi instable? Ça veut dire une petite perturbation, on va perdre le fonctionnement stable de notre système. Donc voilà donc le critère, ou voilà la relation qui permet de tester si un point d'équilibre est stable ou là. Alors on va démontrer à l'équation on va la démontrer pourquoi dans un point d'équilibre, on doit avoir de la relation positive pour avoir un point d'équilibre qui est stable ou là négative pour avoir un point d'équilibre instable. D'accord? Alors je commence à partir d'un point d'équilibre stable. Ça veut dire dans ce cas, j'ai mon TL moins TM égale à 0. D'accord? Un point d'équilibre, ça veut dire quoi? Un point d'équilibre, ça veut dire que la vitesse elle est constante. Alors on sait très bien que l'équation d'IALNA, le système, c'est quoi? C'est Tm moins TL est égal à quoi? Est égal à J d de oméga sur dt.
regardez l'équation de le mouvement d'Yann. D'accord? Alors, lorsque je suis dans un point d'équilibre, donc la vitesse dans ce cas elle sera constante, donc j'aurai la dérivée directe égale à 0. Alors, un point d'équilibre, c'est quoi? Un point d'équilibre, c'est Tm moins TL égale à 0. Donc, regardez l'équation d'Yann. Alors maintenant, à partir de ce point d'équilibre-là, je parle de ce point d'équilibre, donc je fais une déviation, une perturbation. Alors, lorsque je fais une perturbation, qu'est-ce qui va se passer pour ce point d'équilibre? Donc, une partie de delta Tm va s'ajouter à Tm, une partie delta TL va s'ajouter à TL, à TL, et une partie de delta oméga va s'ajouter à oméga. Donc, voilà les choses qui vont se passer. Je m'écarte du point d'équilibre où j'ai Tm moins TL égale à 0, ça veut dire je vais ajouter واحد شوية le Tm, واحد شوية le TL, واحد شوية la vitesse. D'accord? D'accord? Alors, supposons maintenant que je suis dans un autre système. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans ce système-là? Le nouveau système. On fait quoi? G d oméga, d'accord, plus J de D de delta oméga sur dt, donc il y a la vitesse kamla, d'accord, plus le couple résistant, هادشي كامل غنرجعوه واحد لو كوتي, d'accord, غنرجعو كامل هادشي لواحد لو كوتي, غتولي عندنا G d oméga plus TL moins Tm égale à 0. Donc هذه هي l'équation ديالنا. Donc TL plus delta TL moins Tm moins delta Tm égale à 0. Donc l'équation elle est toujours valable, d'accord, quel que soit le point on a, parce que c'est l'équation ديال le mouvement ديالنا. Alors maintenant غادي نحيد منه quoi? غادي نحيد منه هادي, d'accord, هاد الاولى هادي مع هاد TL مع هاد Tm, parce que on a déjà Tm moins TL égale à G de oméga sur dt égale à 0. Alors, ce qui va rester dans ce cas, c'est quoi? Donc, voilà la partie que j'ai annulée. D'accord? Alors, ce qui va rester, c'est quoi? C'est cette partie-là. À tous les J de D de delta oméga sur dt plus delta TL moins delta Tm égale à 0. C'est l'équation, la nouvelle équation d'Yann. D'accord? ولكن هنا ما كنعرفوش, d'accord, ما كنعرفوش le delta TL ou ما كنعرفوش le delta Tm, d'accord, pour pouvoir faire les calculs. On va accepter que les variations, elles sont très faibles. Les variations autour du point d'équilibre, elles sont très faibles. Donc, dans ce cas, je peux considérer que le delta TL avec le delta Tm, donc c'est une fonction linéaire de delta oméga. D'accord? Donc, je peux écrire que delta Tm, c'est la dérivée de d de Tm sur d oméga fois delta oméga. La même chose pour le couple résistant. D'accord? Alors, ce qui va nous donner finalement l'équation suivante, d'accord? L'équation d'Yann هي هذه. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce cas? J'ai une équation de premier ordre de quoi? De delta oméga. Donc, c'est une équation de premier ordre de delta oméga avec les paramètres d'Yann de l'équation. Les paramètres هذا وهذا J مع la différence qu'on a ici. Alors maintenant, si je fais donc la résolution de cette équation différentielle, j'arriverai à delta oméga égale à quoi? Égale à la valeur initiale d'Ali, donc delta oméga 0, exponentielle de moins 1 sur J moins, fois de la différence. D'accord? Alors maintenant, de la différence, d'accord, باش تكون convergente, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elle soit divergente. باش تكون divergente, je dois avoir quoi? C'est qu'on a le terme d'Ali parce que j'ai ici donc le temps. C'est qu'on a le terme toujours, c'est qu'on toujours négatif. D'accord? Le terme est négatif, delta oméga, il doit tendre vers 0. D'accord? Et là, quand on a le terme d'Yann négatif, moins le moins qui est là, donc ça sera positif avec le temps, donc ça va tendre vers l'infini. Donc delta oméga d'Yann, la vitesse d'Yann, il va aller vers l'infini, ça veut dire il va aller vers l'emballement. Moi, qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre équation? On va avoir que le delta oméga, il doit tendre vers 0, d'accord? Lorsque t tend vers l'infini, d'accord? Ça, c'est la convergence, c'est la stabilité. Donc, il faut éviter le cas où on a donc l'emballement et on a donc la vitesse qui va tendre vers l'infini. Donc, à partir de cette équation-là, la condition pour la stabilité de notre système, c'est quoi? C'est d'avoir la relation qu'on a ici. Donc, d de TL sur d oméga moins
la dérivée du couple moteur par rapport à oméga, elle est supérieure à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que les forces résistantes, il faut qu'il ait d'accord une force ou une grandeur ou le shihaja qui doit contrecarrer, qui doit s'opposer au couple moteur. Parce que c'est le couple moteur généralement qui va faire tendre notre système vers l'emballement, vers la vitesse infinie. Et les couples résistants, qu'est-ce qu'ils font généralement? Les couples résistants, ils essayent de s'opposer au mouvement. Ça veut dire qu'ils essayent de ralentir notre système. Alors, pour que notre système puisse revenir à un point d'équilibre ou à une vitesse stable, il faut que les forces résistantes soient supérieures à la variation du couple moteur. Donc, voilà l'explication que l'on peut donner à cette relation-là. D'accord? Pour maintenir notre système dans un point d'équilibre stable, il faut que les couples résistants, les forces résistantes, il faut qu'ils aient donc la force de ramener le système à un point d'équilibre stable, quelle que soit la variation du couple moteur. Donc voilà donc l'explication et voilà la relation qui nous permet d'évaluer si un point d'équilibre est stable ou là instable. Alors on va voir donc quelques exemples. Déjà ici vous avez donc le couple moteur. Ici par exemple vous avez le couple moteur et là vous avez le couple résistant. Alors maintenant on va voir est-ce que le point qui est là, d'accord, est-ce que ce point là, est-ce que c'est un point d'équilibre stable ou là un point d'équilibre instable? D'accord? Alors, on va voir du côté de la dérivée. Alors, si je fais la dérivée du couple moteur par rapport au couple résistant, pardon, la dérivée du couple résistant par rapport à la vitesse, vous voyez là, elle est positive, d'accord? Tandis que la dérivée du couple moteur par rapport à la vitesse, elle est négative. Donc, si je fais la différence, je trouve que c'est positif, d'accord? Je fais le d de TL divisé par d oméga moins dte par d de oméga, on va trouver que la différence elle est positive. Donc dans ce cas, ce point qui est là, c'est un point d'équilibre qui est stable. On va expliquer ça physiquement. Alors supposons maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que la vitesse augmente. Regardez, la vitesse elle augmente. Supposons que j'ai une perturbation. À la perturbation, supposons que la perturbation d'INA, il va faire augmenter la vitesse. Alors, si la vitesse d'INA augmente, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le couple d'INA, le couple résistant, il est là, tandis que le couple moteur, il est là. Alors, j'ai quoi dans ce cas-là? J'ai le couple moteur, il est inférieur au couple résistant. Regardez, le couple moteur, il est là, tandis que le couple résistant, il est là. Donc, si je regarde l'équation d'Eli, l'équation d'Eli, c'est G d oméga sur dt égale à quoi? Égale à la différence d'L, le couple moteur, moins le couple résistant, TE, le couple électromagnétique TE, moins le couple TL ou la T résistant, d'accord? Alors, lorsque je suis de ce côté-là, d'accord, j'ai le couple moteur qui est inférieur au couple résistant. Ça veut dire la dérivée d'INA, comment elle est? La dérivée d'INA, elle est négative. Alors, si la dérivée de la vitesse est négative, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la vitesse va augmenter ou là, elle va diminuer? Elle va diminuer parce que, donc, si ma perturbation augmente la vitesse, la dérivée de la vitesse d'INA, selon l'équation que j'ai ici, le TE est inférieur à TL, donc la dérivée d'INA, elle est négative, donc ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire la vitesse? La vitesse, il va diminuer pour retourner au point d'équilibre qu'on a ici, d'accord? La même chose, si par exemple, je fais une perturbation qui fait que la vitesse d'INA, elle diminue. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Regardez, je suis quelque part ici. J'ai le couple moteur, il est supérieur au couple résistant. Je reviens ici, le couple moteur est supérieur au couple résistant. La dérivée de la vitesse d'INA, elle est comment? Elle est positive. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va faire la vitesse? Il va retourner, il va augmenter, il va retourner à ce point d'équilibre. Donc voilà physiquement comment on peut expliquer que ça c'est un point d'équilibre qui est stable. Et on peut aussi donc le confirmer par la relation qu'on a tout à l'heure. Ça veut dire la dérivée d'L, le couple résistant par rapport à la vitesse, moins la dérivée d'L, le couple moteur par rapport à la vitesse,
on a la différence, elle est positive. Revenons à cet exemple-là, qui est à droite. Alors maintenant, on change. Tout à l'heure, nous avons le couple moteur, le couple résistant. Là, on a changé le couple moteur et là, vous avez le couple résistant. Alors, si je fais la dérivée, vous avez le couple moteur, il a une dérivée qui est positive par rapport à la vitesse, tandis que le couple résistant, il a une dérivée qui est négative par rapport à la vitesse. Donc, si je fais la dérivée de le couple moteur moins la dérivée de le couple résistant, donc ça va donner une différence qui est négative. Donc, à partir de la relation de tout à l'heure, c'est un point d'équilibre qui est instable. Alors, comment peut-on expliquer ça physiquement? Je refais la même chose. Supposons que j'ai une perturbation qui fait que la vitesse d'Iana augmente momentanément. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis sur un point qui est là. Un point qui est là, il va correspondre à un point qui est là pour le couple résistant. Alors, la vitesse d'Iana, elle augmente. Sur ce point-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le couple moteur qui est supérieur au couple résistant. Le couple moteur supérieur au couple résistant, ça veut dire la dérivée de la vitesse, elle est positive. Qu'est-ce qu'il va faire la vitesse? Il va continuer jusqu'à l'infini. Il n'y a rien qui va arrêter la vitesse. Donc, c'est un point d'équilibre instable. D'accord? La même chose, si je fais par exemple une perturbation qui fait que la vitesse d'elle va diminuer momentanément, alors qu'est-ce qui va se passer? Regardons, je suis dans un point, sur un point quelconque ici. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la vitesse d'elle, elle diminue. Je reviens ici, j'ai quoi? J'ai le couple moteur, il est inférieur au couple résistant. Le couple moteur, il est inférieur au couple résistant. Donc, la dérivée, elle est comment? La dérivée, elle est négative. Qu'est-ce qu'il va faire la vitesse? Il va continuer à diminuer jusqu'à l'arrêt final de notre système. D'accord? Donc, c'est un point d'équilibre instable. Un point d'équilibre instable. Celui-là, c'est un point d'équilibre stable. D'accord? À partir soit de la relation établie, ou là, soit à partir des explications physiques que je viens de donner. Voilà pour la stabilité de notre système. Alors maintenant, on va faire un exercice. Alors, je vais voir est-ce qu'on a encore le temps pour le... Là, sinon, on va le faire demain matin. Donc, c'est un exercice qui est un peu lent. Donc, on va le faire demain matin. Mais déjà, on va énoncer l'exercice. Alors, vous avez un moteur disposant d'une commande adéquate. Il développe donc un couple exprimé. Donc, le couple moteur d'Iana, le couple moteur, c'est A fois oméga plus B. Avec oméga, c'est la vitesse de rotation. A ma B, ce sont des constantes. Alors, ce moteur, il entraîne une charge dont le couple est TL, C fois oméga carré plus D. C, D, ce sont des constantes. Oméga, c'est la vitesse. A, B, C et D sont des constantes positives. D'accord? Donc, elles sont positives. G est le moment d'inertie total du système. Donc, la charge d'Iana à le moteur, le moment d'inertie totale, J. Alors, les questions. Alors, quelle est la relation entre A, B, C, D pour que le moteur et la charge puissent atteindre un point d'équilibre? Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, exprimer la vitesse à l'équilibre. D'accord? Lorsqu'on est dans un point de fonctionnement, déjà à partir de la question 1, on va voir est-ce que déjà on a un point d'équilibre. Quelle est la condition pour ça entre A, B, C et D? Et puis on va exprimer donc la vitesse d'équilibre à partir de quoi? Ou là en fonction de quoi? En fonction de A, B, C, D que vous avez ici. Donc la J, donc les éléments qui sont connus. Les éléments qui sont connus, c'est A, B, C, D et J. D'accord? Alors la troisième question, le système est-il stable à cette vitesse? D'accord? Donc lorsque on est à la vitesse d'équilibre, est-ce que déjà à cette vitesse-là, ou là, à ce point de fonctionnement, est-ce que le système est stable? La quatrième question, déterminer l'accélération initiale à t égale à 0 du système. Ça veut dire lorsqu'on veut démarrer déjà à t égale à 0, quelle est l'accélération initiale? La cinquième question, déterminer l'accélération maximale du système. D'accord? Donc ça veut dire lorsque le système donc, il est en mouvement, il y a un point, ou là, il y a un temps où l'accélération est maximale. Donc, on doit calculer cette accélération. Alors, je vous laisse faire ça, même si je pense qu'on a la solution. Mais essayez d'y réfléchir un petit peu avant de voir la solution et
on va continuer demain matin, Inch'Allah. Alors voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bonne soirée et à demain, Inch'Allah, à partir de 8h30.